Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Alyssa Turney avait mystérieusement disparu le 17 mai 2001. Le dernier jour d'école de la jeune fille de 17 ans au lycée de Paradise Valley, dans le nord du Phoenix, se termina, mais elle ne rentra jamais chez elle. Juste un avis et des questions non résolues étaient restées. Sarah Turney, sa petite sœur, cherchait des éclaircissements depuis plus de 20 ans. Elle obtint finalement ce qu'elle cherchait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décoder le post en ligne de cette femme qui aida à résoudre l'affaire de sa sœur disparue des décennies plus tard. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La relation de chacune des sœurs avec leur père était particulière. Lorsqu'il s'agissait de Sarah, Michael était un parent calme et décontracté, mais il était plus tendu et plus sévère avec Alyssa, dont il surveillait les allées et venues. Il avait expliqué à Sarah qu'il faisait cela parce qu'Alyssa avait plus besoin de soutien et d'aide dans sa vie. La relation d'Alyssa avec son beau-père était toujours tendue. Le 17 mai 2001, le tout dernier jour d'école avant les vacances d'été, Michael ne vint pas chercher Sarah à l'école. Elle finit par l'attendre chez un ami. Vers 16-17 heures, son père arriva et informa Sarah qu'Alyssa avait mystérieusement disparu. En rentrant chez elle, Sarah essayait d'appeler Alyssa sur le téléphone de son père, mais elle n'y parvint pas. Michael demanda à Sarah de fouiller la chambre d'Alyssa à la maison. Les affaires d'Alyssa étaient étalées sur sa couchette et son téléphone portable était sur sa commode à côté d'une note. « Papa et Sarah, quand vous m'avez déposée à l'école aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vraiment partir en Californie. Sarah, tu as dit que tu voulais vraiment que je parte. Maintenant, c'est fait. Papa, je t'ai pris 300 $. C'est pour ça que j'ai économisé mon argent. » Cela ne surprit pas Sarah, car Alyssa avait une tante en Californie avec laquelle elle avait déjà discuté de son déménagement là-bas, parce qu'elle s'entendait pas bien avec leur père. Michael, qui était également officier, contacta la police cette nuit-là pour identifier Alyssa comme fugitive. Il déclara qu'il s'agissait d'une fugue et supposa qu'elle se trouvait en Californie. La police ouvrit donc un dossier de fille disparue, mais aucune recherche ne fut entreprise. Michael déclara aux enquêteurs avoir reçu un appel téléphonique d'Alyssa un peu plus tôt dans la matinée, juste après sa disparition, dans lequel elle l'accusait de son départ. Elle lui dit qu'elle était toujours en Californie et qu'elle ne reviendrait pas. Il remit également ses relevés téléphoniques aux policiers comme preuve de l'appel. Il dit ensuite aux parents et amis d'Alyssa qu'il pensait que quelque chose d'affreux lui était arrivé, puisque cela faisait maintenant plusieurs années qu'elle était absente. Il soupçonnait que quelqu'un la harcelait ou lui faisait du mal, et comme la police ne pouvait pas intervenir, il n'avait pas d'autre choix que de la chercher lui-même. Thomas Heimer fournit un lien à la police en 2006, 3 ans après le dernier signe de vie d'Alyssa. Heimer, qui était enfermé dans une prison de Floride pour homicide involontaire, écrivit à la police une note plaidant coupable pour l'homicide involontaire d'Alyssa. Tout au long de leur enquête, les officiers découvrirent que la lettre était une blague, mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Au cours des 7 années qui suivaient sa disparition, Alyssa n'avait pu joindre aucun de ses amis ou membres de sa famille, y compris sa tante chez qui elle était censée s'être rendue. Les 1800 $ qu'elle avait sur son compte d'épargne à l'époque étaient toujours là, intacts. Son numéro d'assurance sociale n'avait jamais été utilisé, ce qui indiquait qu'elle n'avait jamais travaillé ni fréquenté l'école. Le fait qu'il ne s'agissait pas d'une fugue devint évident pour la police. Selon cette dernière, Alyssa n'était même pas à l'école pendant toute la journée, du jour où elle avait mystérieusement disparu. John, le partenaire d'Alyssa, déclara que Michael était allé la chercher à l'école à la pause déjeuner en disant qu'Alyssa l'avait informé qu'elle sécherait l'école et qu'elle irait plus tard dans l'après-midi à une fête de fin d'année. La plupart de ses amis affirmèrent qu'elle leur avait dit qu'elle les verrait à la fête plus tard dans la soirée. D'après la version des faits de Michael, il l'avait emmenée déjeuner. Cependant, lorsqu'ils étaient rentrés chez eux, ils eurent une sorte de confrontation à propos des règles de la maison, ce qui l'avait conduite dans sa chambre et lui était parti faire une course. Selon la police, Michael s'était également révélé être un individu violent, agressif et suspect. Il enregistrait tout appel réseau entrant et sortant à son domicile et disposait de caméras de surveillance à l'extérieur de sa résidence. Il y en avait une autre dissimulée dans le ventilateur du salon. Lorsque les enquêteurs exigèrent les enregistrements vidéo du jour de la disparition d'Alyssa, Michael leur dit qu'il les avait parcourus et n'avait rien trouvé. Lorsqu'ils fouillèrent les enregistrements audio de ce jour-là, il expliqua que l'enregistrement s'était plutôt éteint et qu'aucun n'avait été capté. La police avait désormais l'autorisation de fouiller le bâtiment. Les enquêteurs découvrirent 26 bombes artisanales ainsi qu'un manifeste de 90 pages rédigé par Michael.
Il disait dans le manifeste qu'Alyssa s'était enfuie, mais qu'elle avait été poursuivie par 2 hommes du syndicat technique où il travaillait. Il était un informateur au bloc mécanique et il pensait que ces hommes avaient tué Alyssa, en représailles de ses actions. Il s'était ensuite vengé des 2 hommes qui étaient responsables du meurtre. Les hommes dont il parlait étaient morts de cause naturelle. Des milliers d'heures d'enregistrements et de vidéos avaient également été retrouvées. Mais les enquêteurs n'ont pas pu retrouver autre chose du jour où Alyssa avait mystérieusement disparu. En analysant ses écrits, elle semblait avoir été abusée sexuellement par Michael et elle signait un contrat affirmant qu'elle n'avait pas été agressée sexuellement. Pour les 26 bombes artisanales, Michael Turney plaida coupable et fut condamné à 10 ans de prison. On lui diagnostiqua ensuite un trouble de la personnalité schizotypique et on lui ordonna de suivre un traitement de santé mentale. La justice avait été rendue. Ne perdez jamais la foi que la justice sera rendue. Il a fallu près de 2 décennies, mais nous avons réussi à faire passer le message de Sarah sur Twitter. Parce que l'enquête criminelle s'était refroidie au fil des ans, les forces de l'ordre conseillèrent à Sarah d'établir une identité publique pour aider à faire avancer l'affaire. Elle utilisa le pseudonyme Justice pour Alyssa sur Facebook, Instagram et Twitter. Elle alla au-delà des médias et des fans de vrais crimes pour faire passer le message et attirer l'attention sur ces questions. Elle passa également 1 an à collecter des fonds et à mettre en place un panneau d'affichage à la 19e avenue sur Interstate. Sarah lança la série Voices for Justice, un podcast, en septembre 2019. Elle partagea tous les faits mal acceptés par le grand public ou les médias spécialisés dans les mystères de meurtre. Et compte tenu des informations reçues, elle révéla toute l'histoire de la disparition de sa sœur. Pour être crédible, elle devait rassembler tous les faits de la police concernant la disparition d'Alyssa. Elle demanda ces informations au département de police de Phoenix et obtint près de 3000 pages de notes et de documents d'enquête accessibles au public. Et il y avait TikTok. Elle s'inscrivit à l'application pour rompre la monotonie lorsqu'elle était en quarantaine. Mais cela se transforma vite en quelque chose de plus. Elle resta sur son lieu de travail lors de sa première mise à jour du forum et dit qu'il ne s'agissait pas d'un simple conflit de famille ordinaire. Donc quelqu'un devait le faire. Dans sa vidéo, le texte se lisait comme suit. Quand votre père assassine votre sœur et que votre famille vous reproche de lui tenir tête. Dans une autre vidéo, elle est en train de filmer alors que The Sign est sa musique de fond. Puis, elle tourne sur sa chaise à la ligne. J'ai une nouvelle vie, tu ne te souviendrais pas de moi. Avec le texte à l'écran, quand les flics vous disent que le seul moyen de faire juger votre père pédophile terroriste domestique pour le meurtre de votre sœur est de le dénoncer dans les journaux. Mais vous souffrez d'une anxiété sociale débilitante. La plainte d'Alyssa fut transmise au bureau du procureur en juin, pour une procédure contre Michael Turney. Pour l'assassinat d'Alyssa, un grand jury l'inculpa d'un chef d'accusation de meurtre au second degré, un crime de classe 1 le 19 août. Il fut appréhendé le jour suivant. Le département resta très discret sur les faits qui avaient conduit à cette arrestation. C'est le travail qui comptait pour le procureur du comté. Lors d'une conférence de presse, Alistair Adel, procureur du comté de Maricopa, déclara que c'était la raison pour laquelle elle était devenue avocate. La première priorité de sa fonction sera toujours d'obtenir justice pour les familles des victimes de crimes. Chaque jour, lorsqu'ils s'efforcent de faire ce qu'il faut pour les bonnes raisons, ils sont animés par l'objectif d'être la voix de ceux qui ne peuvent plus parler pour eux-mêmes. Lors d'une conférence de presse, Adel déclara que la détention était injustifiée. Dans le bon sens du terme, c'était surprenant. Pendant trop longtemps, cette famille aspirait à la voir et à obtenir des informations, et le département de police du Phoenix a travaillé dur pour la voir. Sarah enchaînait immédiatement avec un segment poignant de mise à jour du podcast Voices for Justice sur Twitter. Elle a fait l'éloge des adeptes de son podcast et de ses auditeurs dans un post de 2 minutes pleine de tristesse. « Cela ne serait peut-être pas arrivé si vous n'aviez pas été là », déclara-t-elle la voix brisée. « Merci de devenir ma famille, de manifester autant d'amour que moi pour Alyssa. C'est devenu une expérience épouvantable. Je ne m'attendais pas à être dans le courant dominant et je n'ai jamais espéré suivre mon propre podcast, mais vous avez fait en sorte que ça arrive. Les médias sociaux ont-ils vraiment aidé Sarah? Son père est-il pardonnable? Que pouvons-nous faire pour aider dans ce genre de situation? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À demain 16h de France pour une nouvelle histoire sur AZ237.